Bonjour et bonsoir, messieurs, dames. Selon les endroits du monde où vous vous trouvez, j'ai le plaisir ce matin, comme je l'avais promis, de faire quelques réflexions avec votre indulgence sur le fond et la forme, bien entendu. Ensuite, faire donc la synthèse et tirer quelques conclusions sur des enseignements que le président Patrice Talon du Bénin a donné aux jeunes béninois et jeunes d'Afrique, voire du monde, sur un certain nombre de questions, de concepts. Voilà. Et tout de suite, sur cette page de garde, vous avez donc la carte du Bénin, d'où font éruption les visages des responsables, disons, qui ont mené depuis donc la conférence de la Baule, où la démocratie multipartite a été imposée aux États, ceux qui ont gouverné ont mis en place la nouvelle démocratie béninoise. Et que ce soit avant eux ou pendant leur gouvernance, jusqu'à maintenant, nous étions dans le paradigme néocolonial. Bien, nous avons tout à fait le premier en bas, le président Mathieu Kérékou, le second, Nicéphore Soglo, et Boni Yayi Boni, inverse, le prédécesseur immédiat du président Talon. Ils étaient tous, bien sûr, dans ce contexte de la France-Afrique et jusqu'à maintenant. Et qui dit France-Afrique parle d'une superstructure immatérielle, mais qui a ses règles et qui repose essentiellement sur les 11 accords de décolonisation. C'est ainsi que Charles de Gaulle et les Focard l'ont nommé. Et ce que nous appelons des accords, les 11 accords de vassalisation. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, même si c'est périmé. Ce système reste encore en place. Même si c'est périmé, ça reste toujours en place. Parce que certains de nos dirigeants qui se sont bien accommodés ont pu rester au pouvoir jusqu'à leur mort naturelle. Alors que ceux qui, dès le départ, s'en sont opposés, ont eu à essuyer le courroux particulièrement de la République française. Olympio Sylvanus du Togo a fait les frais dès 1963 quand il a voulu créer la Togolais. Et bien d'autres. Barthélemy Bokanda, Amilcar Cabral, Médisso, Mamadou Dia au Sénégal, au Niger. Disons que les patriotes purs de cette époque qui ont compris le côté pernicieux de ces 11 accords ont été simplement éliminés. Ceux qui ont pu survivre et continuer jusqu'à ce jour ont pris leur retraite, se sont retirés normalement dans le cas du Bénin. Il y a eu des alternances
C'est parce qu'ils s'en sont accommodés, ils n'ont pas remis en cause fondamentalement ces accords de partenariat qui nous régissent. Sans en dire plus, je vous amène sur la page suivante où j'aurai à vous présenter deux éléments de clé de cet entretien. Le premier, sans parole, voice off, juste pour vous permettre de voir le cadre de la réception. Donc, ici, se référant à la forme, qui aura une certaine influence sur le fond et des thèses que défendent ou que nous a présenté le président Patrice Talon. Sans plus tarder, la technique, j'espère cela de notre côté. Ah, le premier, il est là. Ici, ce premier clip sera voice off. Bien. Juste au-dessus de la photo de Patrice Talon, c'est écrit « Tu es disqualifié sur le champ entre guillemets Patrice Talon ». Ensuite, juste en dessous, c'est marqué par l'auteur « Les anecdotes post-élection de Patrice Talon, port autonome de Cotonou ». Là, ça se passait, donc ceci a été posté sur X le 2 août 2025. Ça a été, donc tout ceci se passait autour du 1er août, l'indépendance formelle, la date de l'indépendance formelle que nous célébrons depuis 1965. Ici, c'est juste pour vous montrer la salle majestueuse dans laquelle ça déroule. Mais j'attire votre attention sur la disposition des auditeurs, je dirais des interlocuteurs et des invités qui ne sont que des simples figurants. Les interlocuteurs ici, bien sûr, c'est la jeunesse béninoise. Et dans tout entretien, comme vous le savez, il y a le principal et les interlocuteurs, et il y a toujours une relation de supériorité à infériorité, c'est-à-dire de supérieur à inférieur. Et le principal ou le supérieur a toute l'attitude de manipuler les questions, de manœuvrer les questions comme il veut pour faire passer son point de vue. Mais l'essentiel ici, c'est le fond. Bon, mais particulièrement ici, je l'ai regardé pour vous. Il s'agissait bien sûr du port autonome, c'est à la suite de son premier mandat, quand il a été élu, comment, du fait de la corruption étendue dans le pays, même avant la réforme de cette démocratie béninoise que beaucoup d'États africains ont envié. Le Bénin était donc, ma foi, la lumière de la démocratie, de cette nouvelle démocratie que personnellement je qualifie de la bolcratie, parce que c'était toujours dans la néocolonie, régie par les 11 accords de coopération. Mais ici, ce qui vraiment, je vous invite à voir, c'est surtout la salle, la disposition, les habillements, etc. Et éventuellement, les gestes et mouvements de l'hôte, si c'est le président Talon qui est l'hôte dans le palais de la République, et la disposition. C'est important à suivre. Alors, regardons. De patience. Là, il est assis, mais derrière lui, immédiatement, on ne le voit pas là, mais il y a son conseiller en communication qui intervient souvent pour corriger, c'est pour rectifier, expliquer ce qu'il veut dire, etc. Et après, il y a, de ce côté-là, il y a une rangée d'officiels, je suppose, de la présidence et quelques ministres. Ils sont presque tous habillés en tenue formelle, cravate et tout. Bien, là, ce que nous voyons, c'est des invités. En fait,
jeunes, voilà, des invités aussi, dans le rôle de figurants. Nous verrons aussi les photographes, donc il y a des micros partout. Ah, voilà ce qui est juste derrière lui. Son nom commence par H. Voilà, cette salle très profonde, mais une disposition en U. Et aux deux extrémités de ce U, il y a la rangée des officiels, dont lui. Lui, il est habillé semi-formel, de type occidental, de coupe occidentale, alors que même si dans l'assistance, il y avait des gens qui portaient des vêtements aussi blancs, ou qui tirent sur le blanc, eh bien, la plupart, c'est donc en style traditionnel. Et dans l'ensemble, l'habillement est, disons, sombre. Je vous laisse donc écouter ce que j'ai dit, l'essentiel de ce qu'il dit là. Donc, en gros, c'est la lutte contre la corruption. Là, il raconte une anecdote sur comment, dès son élection, les gens sont venus. Ah, monsieur le président, donne-moi le port, je vais gérer, je te garantis ton élection, tout ira bien, il y aura du calme. Donc, c'est, en gros, ça symbolise, il donne un exemple de la corruption qui régnait dans donc, le pays. Et il a créé cette corruption du fait du désordre, du laxisme, de la paresse, de la conclusion qui s'est développée sous ces différents régimes. Et voilà. Et lui, il est venu pour donc mettre de l'ordre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a promis qu'il fera tout ça en un mandat. En un seul mandat, pas deuxième mandat. Mais c'était au prix de beaucoup d'inconséquences. Bon, la salle elle-même, elle est très haute, beaucoup de vitres, lumineux, bien aéré et tout comme vous voyez. Voilà. Donc, on ne se sent pas étouffé, mais vous vous apercevez que l'assistance, vous verrez dans la deuxième partie, le deuxième clip que je vais montrer, l'échange, en fait ici, c'est ce que j'appellerais, comme je le disais, le principal, il fait ce qu'il veut, du temps de parole. Ce n'est pas vraiment une parole duel, ce n'est pas vraiment un dialogue avec la jeunesse. Et c'est question-réponse. Et il est libre de répondre à sa façon. Et aussi, dans la deuxième partie que nous allons voir, il y aura une insertion d'un élément vidéo, un clip, qu'il a eu en 1900, qui date de 2022, lors de la dernière visite du président Macron au Bénin. Il se plaignait de certain nombre de choses sur lesquelles je reviendrai. Ouais, allons donc à ce deuxième clip. Vous me permettez simplement que voilà ce deuxième. Être souverain. Dans ce partenariat de défense des intérêts. Dans une population, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Défendre son intérêt. Si vous avez les moyens d'acheter les armes, en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter les armes, si vous voulez acheter les armes on va vous les vendre. En Turquie, ils vont vous les vendre. En Turquie, ils vont vous les vendre. D'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Écoutez, trop présent. Il le dit sans gêne. Et compte l'accent de la force avec laquelle ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Il intervient. Nous avons évoqué également. C'est l'insertion dont je parlais. Conférence de presse, Macron étalon le 27 juillet 2022 au Bénin. Lutte contre le terrorisme. Et ils ont discuté des principaux défis. Permettez que je le répète. Permettez que je répète. Nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Les autorités militaires françaises. Les autorités militaires françaises. Certaines données, c'est-à-dire de demandes d'équipement.
et de matériel. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés. Mais je salue la France à nos côtés. Une bonne coopération entre nos deux pays. Une bonne coopération entre nos pays. Ainsi que concerne le renforcement des capacités. Que le renforcement des capacités. Les renseignements, ça va. On n'a pas des renseignements. On a beau être braves. Nous avons des braves. On a besoin d'armement, on a besoin d'équipement. On a bien éduqué, mais on a besoin d'armement, d'équipement. Nous attendons. De votre part. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens d'acquérir ces équipements-là. Si vous avez les moyens d'acheter les armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en 2025. En Turquie, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Pour notre suite, écoutons. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable dans ce partenariat de défendre son intérêt. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter les armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, ils sont pas payés, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce que aujourd'hui c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Mais l'autorité militaire française pour certaines données de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on n'a beau avoir des renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipements matériels. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir ces équipements-là. Et si vous avez les moyens d'acheter les armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Bon, voilà donc un peu. C'est à partir de cette sélection, de cet échantillonnage, que nous essaierons de voir cet entretien dans sa forme et dans son fond, comme je le disais. Alors, dans sa forme, le cadre, c'est-à-dire dans ce cadre majestueux, bien aéré, bien éclairé, lumineux, du point de vue de la disposition des sièges, c'est en forme de U dans cette salle multifonctionnelle, digne d'une république en Afrique. Maintenant, aux extrémités de cette disposition en U, il y a bien sûr la rangée, et je vous amène ici, la rangée, l'unique rangée des officiels, je suppose les gens de la présidence, comme je vous l'ai dit. On n'a pas entièreté des clips dans ce qui a été pris là. Immédiatement derrière lui, là où il était assis, il y avait son conseiller en communication. C'est le vizir qui intervient à chaque fois pour promouvoir les idées. Le président corriger à sa façon ou expliquer à sa façon les erreurs, etc. et les contradictions. Et la jeune dame, la seule jeune dame qu'on a vue en gros plan, a posé une question avec quelques imprécisions. C'est pas de sa faute.
Mais elle a bien dit, elle a fait l'effort de se documenter. Et sa question avait trait à la déstabilisation du nord du Bénin. Et pour mise simplement, sa question c'est ceci. Monsieur le Président, d'après mes recherches, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. C'est parce que certains accords, elle a dit coloniaux, mais c'est plutôt les accords néocoloniaux, c'est-à-dire les 11 accords dont je vous ai parlé en introduction, nous empêchent d'enquérir certains équipements militaires pour pouvoir nous défendre. Puisque vous êtes là et qu'il y a une continuité de l'État, que comptez-vous faire pour reviser ces accords, pour que nous ayons l'équipement qu'il faut, pour que nos forces de défense et de sécurité fassent correctement leur travail? Donc, c'est pratiquement ce qu'elle voulait dire. Et il y a eu deux imprécisions. Elle a parlé d'accords coloniaux. Ensuite, elle a parlé aussi de « Ah, vous avez dit que vous êtes panafricaniste. » Alors, tout de suite, je relève, à moins que je n'ai pas lu tout ce qu'il a dit. Moi, je n'ai jamais vu quelque part où il se proclame, je veux dire le président Talon se proclame panafricaniste. Bien. Mais il a des comportements dont on peut se réjouir, en particulier la revalorisation de nos cultes, la lutte contre la corruption. Il en a développé aussi, mais pas en réponse directe à la jeune dame. Je viendrai là-dessus. Il a fait des efforts pour donc mettre fin au laxisme qui existait en matière de chefferie, parce que des chefs se multipliaient partout. Les chefs traditionnels, en même temps, se multipliaient partout. Il a essayé de mettre de l'ordre, même si jusque-là, c'est contesté. Le résultat sorti des universités du Bénin. C'est contesté, mais c'est perfectible. Perfectible. Ensuite, dans la partie du port, là aussi c'est la corruption, puisque la tendance était que les gens viennent, ils te supportent, et quand tu es élu, il faut les payer en retour, en leur donnant les projets qui rapportent dans le pays. Et dans cette partie, il a dit, il a refusé carrément. Tu viens, tu lui dis comme ça, il t'élimine. Eh bien, et au port, il n'a mis que les gens qui avaient vraiment un projet de rentabilité du port pour que la corruption ne s'étende pas. Bon. Élément aussi à savoir, c'est que les ports dans ce golfe du Bénin, en général, jusqu'au Togo, au Ghana, sont rapportent de l'argent pour les services, rapportent beaucoup pour nos services. Et le Togo en est un qui le port le plus adapté, et pratiquement tous les pays de la région prennent, même jusqu'au Tchad, prennent des équipements à partir du Togo. Et le Togo paye ses fonctionnaires sur ça, détournement, de bonnes choses. Mais l'élément, donc, dans la forme, le contenu, l'habillement, c'est ce qu'il faut voir. Dans la rangée du gouvernement, je le soulignais, on le voyait bien, il était au milieu, il était le seul à habiller de blanc, donc on l'a bien mis en évidence. Il est le principal, il est le supérieur. Et comme je le disais, ça avait le mode donc d'échange ici, c'est ce que nous appellerons la parole duel, mais en fait, et les autres que vous avez vus dans la salle, ce n'étaient que des figurants, ils se contentaient d'écouter. Et j'ai vu d'autres clips, malgré la luminosité, l'espace grandissant, le sujet sérieux, d'accord, mais on sentait une certaine malaise qui est due, ma foi, à la peur qui a été injectée à cette population dès le début de son règne, dès son premier mandat, par les emprisonnements,
par l'instrumentalisation des forces de sécurité et de défense, par les arrestations abusives, outrages, complot contre l'État. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ses collaborateurs les plus proches, je crois Olivier Bocco, Kiometti, en début de cette année, ou au début, à la fin de l'année dernière, ont été arrêtés dans un coup rocambolesque qui n'a convaincu personne. On a trouvé des milliards dans leur voiture. Encore d'économie avance en complicité avec le nouveau chef d'état-major. Et puis la Côte d'Ivoire a été entraînée dedans, une certaine assurance, et l'assurance a donné les preuves que ce qu'ils disent est faux. Que l'assurance que la personne a prise coûte tant. Et une assurance de vie, ce n'est pas de l'argent cash. C'est quelque chose que tu payes au fur et à mesure. C'est comme une assurance voiture, une assurance décès. Donc, il n'a pas pris de l'argent cash de la Côte d'Ivoire dans les plus de 15 milliards pour mettre dans sa voiture. On est venu prendre avec sa femme, etc. Pour aller un peu plus loin, en arrière. Une ancienne ministre, Madjougou, à la veille de deuxième mandat, pendant les campagnes, est rentrée du Togo, où elle a servi de conseiller au président Yadema du Togo. Elle a dû se faire beaucoup de fric, beaucoup de pognon. Elle est rentrée chez elle. Elle a été ministre avant, sous Yahi. Donc, fort de sa fortune, elle voulait être candidat et commençait par distribuer de l'argent à tous ceux qui le soutenaient. Mais quand le pays était tellement corrompu que si vous avez de l'argent à donner, eh bien, vous donnez. Et à partir de cela, toutes sortes de complots, tout de suite le régime a vu toutes sortes de complots. Elle a été arrêtée. Un excellent universitaire, juriste, intellectuel, de haute volée, qui a vu comment le premier mandat s'est passé et comment, ma foi, la démocratie, les institutions étaient instrumentalisées et que la démocratie béninoise, qui était vibrante, avec des centaines de partis, ce qui est erroné également, je le reconnais, a dit, bon, je me porte candidat, lui il n'a pas de fortune, et il s'est en quelque sorte lié à Madjougou. Eh bien, le mal en a pris, complot contre la sûreté de l'État. À la suite d'une réunion, on les arrête et jusqu'à ce jour, ils sont en prison. D'autres exemples pour vous montrer comment la démocratie béninoise a été, ma foi, petitement dégradée. Les réfugiés qui n'avaient pas les moyens d'aller au Canada, en France ou ailleurs, se sont réfugiés dans les pays frontaliers, tels que le Togo, la Côte d'Ivoire et autres. Tel qu'il a pu, au cours de ce second mandat, eh bien, un kidnapping rocambolesque au Togo, du frère Mouvi. Et après, disons, 5 à 6 ans au Togo, il est en prison présentement. Donc, il a envoyé ses sbires, ses services secrets, l'enlever au Togo. Donc, il y a une certaine retenue liée à la peur qu'il a réussi à injecter aux gens. Ensuite, lier cela à son ton, à son accent, tout avec force. Ce n'est pas parce que tu utilises de la force que les concepts que tu manipules, que tu manœuvres, reposant sur des faits, vont disparaître. Donc, c'est les contre-vérités, s'agissant des concepts suivants. C'est là donc que j'aborde le fond. Les concepts de souveraineté, les concepts l'esclavage, souveraineté, les concepts de... c'est notre histoire, je suis d'accord. Les concepts de partenariat, le concept de terrorisme, ou l'origine du terrorisme, de la démocratie, eh bien, il manipule à sa façon pour donc montrer la justesse de sa thèse ou de cette thèse à lui. Voilà, c'est ça qu'il développe.
développe. Donc, face à la question imprécise de la jeune dame que je viens donc exposer, sa thèse est le suivant. S'agissant de l'esclavage, nos ancêtres sont plus responsables de l'esclavage que les Blancs. Il a même utilisé les Blancs que les Européens. Ensuite, il a mis les Arabes dedans. Mais seulement ce qu'il oublie d'ajouter ou d'en tenir compte avant que l'esclavage ne soit codifié avec, ma foi, à partir de la bulle du pape, c'est-à-dire le décret du pape Nicolas V en 1454. Il y a eu les razzias, et aussi dans toutes les sociétés, pas seulement dans la société nègre. Il y a eu dans toutes les sociétés blanches, chinoises, etc. Il y a une forme d'esclavage, mais les esclaves étaient intégrés aux sociétés. Ils avaient un rôle social, et il y en avait même qui avaient joué des rôles très importants dans les familles royales ou dans les familles de chefs ou de roitelets. Bien, mais les premiers à codifier cela, ce sont donc les Caucasiens, à partir de décret que nous appelons la bulle du pape en 1405. Et ça a continué ainsi pendant près de 500 ans. Ça a débouché quand ils n'en pouvaient plus, avec l'indépendance d'Haïti, etc., etc. Ça a débouché après sur, bien sûr, la colonisation. Bien. La colonisation nous est arrivée avec, dès 59-60, les 11 accords qu'ils appellent de décolonisation, qui kidnappaient tous les pouvoirs. Et ces pouvoirs font partie de notre souveraineté. Et quand nous disons cela, pouvoir ou souveraineté, ce n'est pas la souveraineté que je conçois moi en tant qu'individu, mais au plan national, au plan de nos États, de nos pays. Il s'agit de la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté sur l'éducation, la souveraineté linguistique, la langue à utiliser, la souveraineté en santé, donc la souveraineté sanitaire, la souveraineté alimentaire, la souveraineté culturelle. Et comme vous le savez, au plan culturel seulement et ensuite culturel, nos cultures, nos cultes ont été vilainisés, ce sont des vilains diabolisés pendant tout. Et là, je lui donne un point. Il a essayé de revitaliser ce que les gens réclamaient depuis des années, mais même avant lui, revitaliser, de les étoffer, en faire, ma foi, un engin de tourisme. Bien, pour que ça rapporte au pays. Donc, les services, toujours. Bien. Mais, la façon dont il a manipulé ces concepts de partenariat, de sauvegarde, de souveraineté, bon, je me contente pour le moment de cela. C'est pour justifier sa thèse à lui, comme quoi, pour montrer que nous sommes plus responsables que les Blancs. Si l'esclavage nous est arrivé, c'est bien fait pour nous. Quand bien même il reconnaît que c'est grâce, ma foi, à ce commerce triangulaire. Ce ne sont pas nos ancêtres qui ont institué le commerce triangulaire. Ça a été donc institué par les Toubabs. Ce sont eux. Je ne vois en quoi nos ancêtres, les nègres, étaient responsables du commerce triangulaire. Ensuite, s'agissant des Arabes, il y a eu le razzias avant. Je ne vois pas non plus en quoi l'esclavage par les Arabes, nos parents, sont responsables de cela. Ils ont été tout simplement dupés et certains en ont profité, dans la mesure où ça faisait partie, à cette époque-là, des échanges commerciaux. Donc,
sa thèse à lui, avait pour objectif, s'agissant du terrorisme, il feint d'ignorer que le terrorisme, eh bien, c'est ça qui déstabilise nos pays. C'est ce qui arrive exactement dans le nord du Bénin. est l'œuvre des Occidentaux d'aujourd'hui. Et que tout est parti de la chute du régime de Kadhafi que les Occidentaux ont organisé sous Obama avec Sarkozy en tête. Il ne va pas nous dire qu'il a ignoré cela, il n'ose pas le dire, parce que lui-même, même s'il a été élu par les Béninois contre d'autres, par exemple Zinso, eh bien, c'est toujours dans le paradigme néocolonial. Et les survivances, les relents des 11 accords de colonisation ou de valorisation qui gèrent nos superstructures continuent à opérer sur des bases économiques, à partir des éléments économiques, des systèmes économiques mis en place par la colonisation française, les ex-esclavagistes. Il ne va pas nous dire qu'il ignore cela, mais il n'osera pas le dire. Bien. S'agissant des équipements, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que lui-même, quand il a reçu Macron, il a dit comment il a des difficultés. Ils sont bien entraînés et tout, ils sont des hommes valeureux, mais la déstabilisation continue parce que le matériel militaire, on ne le livre pas. Ils ont de l'argent pour le payer. Bien, et c'est là que j'en viens. Donc, après sa première thèse, comme quoi nous sommes les seuls responsables de l'esclavage, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive, sa deuxième thèse est qu'on n'a pas besoin de rompre tous les accords pour se montrer souverain. Alors, c'est une allusion dénigrante. Là, c'est vraiment pour dénigrer l'expérience sahélienne, à savoir ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui ont bouté dehors toutes les armées françaises, les armées américaines et les armées européennes. Qu'elles portent le nom de Takuba, de Serval ou de quoi. Les armées de l'ONU et tout ça ont été, ma foi, mises dehors. Et dû au fait que les mêmes difficultés que lui, il a équipé l'armée béninoise pour pouvoir faire un travail digne de ce nom, au nord du Bénin. Les mêmes problèmes, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens l'ont eu pendant près de 10 ans, aussitôt après la chute de Kadhafi. Et les seuls disponibles, comme lui-même il les cite maintenant, les Maliens avaient de l'argent, ils ont même payé argent cash. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retourné à l'industrie, à la France. On leur a donné avion pourri. Et puis, ma foi, certains Maliens eux-mêmes ont détourné argent pourri. Présentement, semaine dernière, on les a condamnés. Parce qu'on a remis tous ces dossiers à l'ordre du jour. La corruption endémique dans ces États. Bien. Et ils l'ont dit. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Même le dernier président du Niger était même de connivence avec, a même dit publiquement que les terroristes étaient mieux équipés. Alors qu'il était de connivence avec eux dans les histoires de kidnapping. Il prenait certainement sa part dans les négociations pour libérer les otages. Hein? C'est une situation un peu complexe, appauvrissante pour nos États. Il le sait. Hein? En plus du vol des ressources du sol, du matériel et nos produits qui étaient achetés à presque rien. À presque rien. La monnaie, le CFA. Bien. La démocratie béninoise. Je vous ai déjà donné ce qui s'est passé jusque-là.
la répression féroce qu'il a exercée au Bénin, instrumentalisant la justice, la Cour suprême, tout ce qu'il pouvait instrumentaliser, l'a instrumentalisé, et, ma foi, ça a été l'abus pour mettre au Niouf, où tu vas en exil, tout ce qui pouvait le gêner ou lui porter la contradiction. Et dans cette salle que vous avez vue, si vous avez le temps, regardez d'autres vidéos, personne n'ose broncher. En dehors de sa voix, ma foi, avec le micro qui emplissait, ses gestes, gesticulations, c'était la même chose avec quand il a eu des mailles à partir avec, ma foi, dans l'accord tripartite avec le Niger. Avec le Niger, il y a eu des difficultés. Il a bloqué le passage, le transfert du pétrole du Nigérien au port de Sémé, alors que les accords avaient des articles précis, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Donc, ce monsieur signe des accords, et quand ça lui plaît, il devient impulsif, il veut parler plus fort que tout le monde, il veut imposer sa volonté, et il fait ce qu'il veut. Donc, et même il est allé jusqu'à mettre en prison les 5 techniciens nigériens qui étaient venus au Bénin pour servir. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par une porte qu'ils ne devraient pas utiliser. En fait, ce n'était pas eux-mêmes qui étaient passés par cette porte. C'est les cadres chinois qui les ont fait passer par cette porte pour aller contrôler la livraison de la quantité du pétrole destiné à prendre ce jour-là. Il se trouve que les 5 Nigériens, dont une femme, ont été arrêtés, mis en prison. Mais les Chinois n'ont pas été arrêtés. Donc là aussi, c'est là que je me pose la question, est-ce que lui-même, en tant que un homme d'affaires, n'était pas de connivence avec les Chinois pour empêcher les Nigériens de faire conséquemment leur travail, pour voir le nombre de tonnes de pétrole qui ont été effectivement envoyées, pris sur le bateau ce jour-là, c'était le premier bateau. Il a fallu que 2 anciens présidents, Yahya Boni, Nicéphore Soglo, aillent le supplier pour mettre fin aux différends entre le Niger, rien que pour ce différend, sont allés au Niger, et qui exigeaient également la libération de ses ressortissants. Mais ils n'ont pas réglé tout le contentieux. Et dans le contentieux qui opposait le Niger et le Bénin, il y avait aussi la question du coup d'État du Niger, où le Bénin et la Côte d'Ivoire étaient en flèche pour intervenir militairement au Niger. Les Nigériens, pour se protéger, ont aussi de leur côté fermé la frontière. Du côté du Bénin, ça a été automatiquement exécuté. On n'a même pas attendu 24 heures pour que les chargements du port de Cotonou ou Niamey, dans les 2 sens, les camions dégagent la route. Non. Et les Nigériens ont eu près de 50 milliards, chiffre de la Chambre de commerce du Niger, que le Bénin doit payer pour régler ce problème. Monsieur reste silencieux dessus tout ça, et maintenant nous dit qu'on n'a pas besoin de résilier tous les accords, alors que la France pillait l'uranium et d'autres minéraux du Niger depuis des années. L'uranium pour faire et même produisait de l'électricité et vendait au monde entier, particulièrement à l'Europe. Les Nigériens, on leur payait des peanuts. Maintenant, ils ont tout pris. Et certainement, c'est là que je me pose encore la question. Est-ce que lui, en tant qu'homme d'affaires, n'était pas de connivence avec les Macron, les Alassane Dramane Ouattara et l'épouse de Ouane Ouattara, qui faisaient des routes au Niger? N'avait-il pas d'action ou d'investissement dans Orano? Donc, la situation qui se pose, c'est ceci. Je vais faire un petit détour sur le port du Bénin.
Le port du Bénin, Monsieur le Président, vous avez bien fait pour éviter qu'il y ait des gens corrompus qui viennent vous corrompre pour prendre le port du Bénin. Mais à qui vous avez attribué la gestion du port du Bénin? Certainement des gens qui ont des acquaintances avec vous. Si ce n'est pas vous-même, même si ouvertement ce n'est pas un Talon ou un fils Talon ou Madame Talon qui détient le port. Pas des jeux de passe-passe, vous allez nous dire que vous ne touchez rien, que vous n'y gagnez rien. Vous voulez que nous croyions cela? Non, soyons sérieux. Ça, c'est la deuxième thèse, bourrée de contre-vérités, contre lesquelles je tiens à m'élever. Mais les gens plus qualifiés, qui ont les documents, sortiront quand il ne sera plus au pouvoir. Parce que j'ai remarqué aussi que pendant qu'il est là, tout le monde reste tranquille. On ne dit rien, on écoute. D'où le rôle de figuration de tous ces invités. Ils l'ont parfaitement bien joué, mais ils avaient chacun quelque chose à dire sur ces deux premières thèses du président Macron. Le troisième thèse, c'est que la démocratie ne veut pas dire faire ce que l'on veut. Je suis d'accord. Mais cette démocratie, c'est la démocratie néocoloniale qui nous est arrivée avec les 11 accords de vassalisation. Ensuite, la Baule, pour changer les choses parce que c'était trop voyant, la Baule a amené la bullcratie qui l'a aggravée. Mais comme toi tu es malin, tu fais en sorte que, un beau jour, tu n'es pas à rendre compte de tes fautes graves, des fautes politiques que tu as commises, les morts qu'il y a eu au Bénin, les emprisonnements abusifs, parce que les gens vont te demander des comptes. Ensuite, les biens mal acquis, certainement, tu en as placé ailleurs, dans le monde. C'est là que je vais ouvrir une petite parenthèse sur les réparations. Tu as fait une déclaration sur les réparations pendant ton séjour en Martinique qui m'a donné envie de vomir. J'ai dit vraiment, ça c'est mon chef d'État, un intellectuel, diplômé, a bien réussi, économiquement et tout, mais qui ignore quand on parle de réparation. Surtout les gens d'Haïti, de la Caraïbe, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la décision du sommet de l'Union africaine de parler de réparation et à désigner votre confrère du Togo pour s'occuper de ce comité et de charger de ce dossier. Certainement, votre thèse va contre cette thèse, mais que dites-vous sur la réparation? Je ferme cette parenthèse. Maintenant, la démocratie béninoise. C'est vrai, il y avait la corruption, il y avait un désordre, création de partis à l'infini. Même ceux qui ont créé le système, enfin, nous ont amené le système démocratique. Certainement, nous avons notre forme avant que eux y n'arrivent, puisque nous étions souverains. Bien, mais ce que nous avions, comme notre forme à nous, ont été étouffés, tout a été vilainisé, c'est comme nos cultures, etc. Nos nourritures, etc. On préfère nous vendre du blé que de nous encourager à cultiver du maïs. Bon, pas mal d'efforts ont été faits après, en agronomie, etc., pour améliorer les choses. Vous êtes le roi du coton. Au Bénin, on le sait. Le Bénin produit plus de coton qu'il l'utilise. Il en est de même pour le Mali, pour le Burkina Faso. Tout comme le Sénégal produit plus d'arachide qu'il en faut. Donc il y avait des cultures de rente destinées à vos maîtres marionnettistes, alors que vous autres, les marionnettes, pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas avoir à répondre de bien mal acquis qui a tué Bongo, de bien mal acquis qui a tué Bokassa, de bien mal acquis qui a tué Mobutu Sese Seko, et bientôt d'autres aussi auront à payer des mal acquis, même si vous avez mis aux ressources
la plupart de vos ressources, on est sûr. Les Panama Papers, nous serons au courant. Et nous irons à la recherche de tout ce que vous avez caché. Ça, je vous le garantis. Et ça, il faut que les jeunes le sachent. Il faut que les jeunes le sachent. La démocratie béninoise, et si j'ai mis cette carte à l'horizontale, c'est parce que, eh bien, la démocratie béninoise qui était debout, qui était l'envie, même si c'était dans un paradigme néocolonial, cette démocratie s'est fortement dégradée et elle est pratiquement à plat. Les gens n'osent plus rien dire. J'ai beaucoup de chance d'être hors du pays, d'en parler. Sinon, c'est sûr, demain matin, on me trouvera quelque chose. Vieillard que je suis, on me trouvera quelque chose. Outrage au chef de l'État. Et la plupart des gens qui étaient dans cette salle, c'est ça, cette peur qui faisait dessus. Outrage au chef de l'État. Si la parole était plurielle, c'est-à-dire que les gens pouvaient lever la main, parler, etc., vous auriez eu des contradicteurs dans cette pièce, dans cette salle majestueuse de la République béninoise, qui fait notre fierté. Je peux me permettre de dire cela. Vous aurez des contradicteurs, mais pas prudence, pas sagesse, vous n'allez pas chez un autre pour l'embêter. Ils vous ont écouté sagement, je parle surtout des figurants. Et si l'on regarde, ma foi, le comportement corporel, l'attitude corporelle, surtout de ces jeunes, même si à un moment donné, vous avez fait un semblant de dialogue avec ce jeune homme, qui pouvait être votre petit-fils ou fils, qui était très poli avec vous, pour vous porter la contradiction, il n'a pas osé aller plus loin pour vous contredire sur vos thèses erronées d'échelonnement, de métrage, de graduation de la responsabilité de qui est responsable de l'esclavage, qui est responsable de la colonisation, qui est responsable de la déstabilisation, qui est responsable, ma foi, de ne pas livrer, même si vous avez les moyens d'acheter du matériel, qui est responsable de ne pas vous livrer ce matériel, quand bien même vous les avez payés. L'exemple du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont là. Et même l'exemple du Bénin, où vous avez eu à, ma foi, souffrir lâchement l'assassinat de centaines de braves soldats béninois. Originés par de braves Dahoméens. Ce sont ces conneries-là qui me font parfois dire, moi je ne suis pas béninois comme vous, moi je suis Dahoméen. Moi je suis Dahoméen. Mais ma foi, je suis obligé de suivre cette tendance, je suis béninois. Des gens pourris. Surtout vous, les intellectuels, les élites. Et votre exercice de l'autre jour, c'est là que j'en viens à votre prestation, dans ce lieu auguste, sur le problème de la corruption, vous avez raison. Les quelques réalisations ici et là, vous avez raison. Mais pour ce qui est de polissage de la démocratie béninoise, vous avez plutôt appauvri la démocratie béninoise. Pour ce qui est de l'affinement de la démocratie béninoise, vous l'avez appauvri, vous l'avez aplati. C'est pour ça que je dis la démocratie béninoise est couchée à plat ventre ou ventre en l'air. Il y en a des centaines de personnes derrière les barreaux. Tout simplement, vous portez la contradiction. Ou alors, tout simplement parce qu'ils ont se présenté pour vous faire résister à ce que vous estimez faire le mieux. Alors, je vais conclure sur ce point. M. Talon est un manipulateur, un manœuvrier. Il prend des faits, il crie fort, il gesticule beaucoup. Mais cela ne dégrade pas les faits historiques. Et les gens plus qualifiés, les historiens béninois et dans le monde, vous apporteront la preuve et la contradiction et démonteront tous vos arguments. Non, je dis, pour finir, nos ancêtres n'étaient pas les plus responsables. Nos ancêtres n'étaient pas les déstabilisateurs. C'étaient les Européens
c'était les Blancs. Pour utiliser votre terme. Cessez de jouer avec l'intellect des Africains. Cessez de jouer avec l'intellect des patriotes. Cessez enfin de jouer avec l'intellect des panafricains. Et bravo aux 3 pays du Sahel que vous avez tenté de dénigrer parce qu'ils ont refusé votre invitation. Et ça, vous l'avez fait exprès, sachant que la plaie est toujours béante entre votre gouvernance et la gouvernance de ces États. Et, chers internautes, je tenais à faire ce commentaire, comme je l'ai toujours eu, à dire la vérité, à dire ce qui est, pour ne pas donc me lancer dans les blablabla, dans les gesticulations inutiles, à faire passer les points de vue qui ne tiennent pas, les points de vue minoritaires. Ils défendent les mêmes points de vue que certains universitaires de l'extrême droite et de la droite française. Ceux qui nous demandent d'oublier le passé. Comment voulez-vous qu'on oublie le passé? Et dans tous les cas, nous prenons toujours une approche dynamique. Notre passé, notre présent, avant d'envisager comment nous espérons donc organiser le futur. Sur ce, chers internautes, faites vos commentaires. Je n'ai pas la science infuse. Documentez-vous et portez-moi la contradiction. À plus tard, sur un autre dossier.